Salut à tous et bienvenue sur Delevated, posez-vous, mettez-vous bien et surtout accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on fait un tour du côté des mascottes problématiques. Une mascotte au sens strict du terme, c'est un objet, une personne ou un animal considéré comme porte-bonheur ou fétiche, mais dans le langage courant, une mascotte c'est un bonhomme ou une femme qui met un costume d'ours ou autre animal pour vendre un produit ou vanter les mérites d'un parc d'attractions ou d'une équipe sportive. C'est fou, j'étais persuadée que l'explication était un peu plus crade que ça, je sais pas, mascotto... Non, mascotto ça vient de sortilège en provençal. Sortilège et effectivement dans la mascotte il y a un petit peu de magie. Enfin bon, la magie de la mascotte ça a jamais vraiment fonctionné sur moi, j'ai toujours trouvé ça soit terrifiant, soit osef, mais en tout cas dans 100% des cas, les interactions qu'on peut avoir avec une mascotte, je les trouve toujours effroyablement gênantes. C'est pas ce que tu m'as dit quand tu m'as pris en furie. Mais les gens ne doivent pas savoir ça. Effectivement, des mascottes, il y en a un peu pour tout et n'importe quoi. Il y en a pour des parcs d'attractions, on se souvient tous du fameux Niglo de Nigloland, ou de cette espèce de souris absolument dégueulasse. C'est dans quel parc d'attractions ça ? Mais comme j'ai dit, une mascotte c'est pas nécessairement une personne dans un costume, ça peut aussi être juste une idée ou un objet ou un animal fantaisiste ou non. Et par exemple, il y a beaucoup de groupes qui utilisent des mascottes. Une des mascottes très connue, c'est le singe de Chaka Ponk. La mascotte de groupe la plus connue probablement, c'est Eddie, la mascotte du groupe Iron Maiden, qui tabasse et qui change un peu de forme à chaque album ou à chaque tournée. Il faut dire que les lives d'Iron Maiden avec la mascotte d'Eddie en animatronique ou en personnage sur scène, ça a l'air d'être vraiment la folie. Mais personnellement, ma mascotte de groupe préférée, c'est la mascotte qui est sur les pochettes du groupe Pathology, qui est un gros groupe de Brutal Death bien vénère que je vous invite à aller écouter. C'est un genre de scientifique fou inspiré de Herbert West de Reanimator et du coup un peu inspiré de l'œuvre de Lovecraft. Et donc forcément c'est quelque chose qui me touche énormément. Ça te touche ? Ça me touche. Ces dernières années, les mascottes ont eu un regain en popularité, notamment dans l'horreur, parce que oui, les mascottes ont un énorme potentiel horrifique, au même titre que les mannequins ou toute autre chose inanimée qui fait peur. D'ailleurs, j'ai été surpris pendant mes recherches de voir qu'il y a tout un sous-genre qui s'est créé, qui s'appelle le mascot horror, et en fait, je comprends parfaitement ce délire d'avoir peur d'une mascotte, parce que c'est un peu comme avoir peur d'un clown ou d'un tueur masqué de slasher. Mais quand même, on est un petit peu dans l'abus, parce que depuis Five Nights at Freddy's, il y a eu un nombre incalculable de jeux vidéo autour de la figure de la mascotte. Et personnellement, quand je pense jeux vidéo et mascotte, je pense surtout à un méchant qui claque dans Dead Rising 2, qui est une espèce de grosse mascotte de centre commercial. J'adorais Dead Rising, c'était un de mes premiers jeux de zombies sur la Wii j'avais. Et quand je vous dis qu'une mascotte ça peut être pour tout et n'importe quoi, je mens pas, parce que même Claire ça a une mascotte. Une mascotte absolument terrifiante d'ailleurs. Bref, vous vous en doutez, si on parle de mascotte sur la chaîne de Delevated, c'est qu'on va pas chercher la plus mignonne, la plus appréciée du public, la plus wholesome ou tout ce que vous voulez. Un grand costume kawaii implique de grandes responsabilités, pas toujours respectées, et c'est évidemment de ça dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant ça, si vous nous découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on fait plein de vidéos sympas sur plein de sujets bizarres, flippants ou extrêmes. C'est très cool. Mais avant de s'attarder sur les mascottes problématiques, gênantes ou de les faire passer pour des méchants en règle générale, je m'adresse à tous les comédiens, toutes les mascottes, tous les intermittents du spectacle, tous les intérimaires, entendons-nous. Je suis avec vous les gars, c'est vraiment dur d'être une mascotte. Et ça on s'en rend pas nécessairement compte, quand on pense mascotte, on pense à une personne qui apporte de la joie à des enfants ou qui distribue des flyers. On se rend compte que c'est soit un taf d'intérimaire, soit un taf de passion, mais on se rend pas nécessairement compte de toutes les exigences et de la difficulté réelle d'être une mascotte. Et je pense que pour ça la personne la plus à même de vous en parler, c'est Softy. Parce que peu de gens le savent, mais Softy a été mascotte. Est-ce que tu veux venir partager ton expérience de mascotte avec tout le monde là ? Ah bah oui, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui veulent devenir mascotte dans le public. Du coup Softy, t'as été mascotte, c'était même un de tes premiers boulots, vrai boulot d'être mascotte. Est-ce que tu veux en parler un petit peu avec nos auditeurs ? Et c'était pas n'importe quelle mascotte non plus. J'ai été Chase de la Patte Patrouille. Personnellement, je m'enorgueillis d'avoir eu Chase de la Patte Patrouille dans mon lit au moins une fois dans ma vie. Et en plus, ce qui est stylé, c'est que bon, je suis pas très grande, mais la nana, la deuxième nana qui faisait mascotte, elle était plus petite. Du coup, elle faisait, je crois que c'est Stella. Stella de la Patte Patrouille. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai eu Chase, tu vois, genre vraiment celui qui pète la classe, celui que tout le monde veut voir. Ah oui. Et j'étais méga épée. Voilà. Mais du coup, dis-nous, à quel point c'est difficile d'être une mascotte ? Quand t'es dans le costume de mascotte, il fait chaud. Mais à aucun moment, dans la description du job, on te dit hydratez-vous, pensez à manger, c'est très éreintant, mettez des vêtements près du corps. En fait, on te prévient pas du tout, c'était vraiment fait avec le cul. Et on me dit, bon bah voilà, ça c'est le déroulé de la journée. J'espère que t'as mis des vêtements un peu proches du corps, parce que du coup, il va faire très chaud sous le costume. Si t'as genre une espèce de legging, un petit débardeur, tu mets que ça en dessous. Bon alors, vous allez faire des passages de 30 minutes, ensuite vous revenez en coulisses 20 minutes pour vite fait enlever le costume, tu vois. Pour prendre un voilà. petit peu d'air frais, 20 minutes pour se respirer. reposer, et ensuite c'est reparti. Oh là là. Et bah moi j'ai cru que
que j'allais tomber dans les pommes au 3ème, quoi. Mais tu m'étonnes parce que du coup, il y a des exigences physiques, il y a la chaleur, mais en plus, tu me disais que le costume était extrêmement lourd. Le costume de Chase que moi j'ai eu, parce que les vrais costumes, en fait, genre, ils sont vraiment rembourrés, enfin, c'est du gros matos, c'est pas les costumes éclatés que vous allez acheter sur Temu qui sont tout plats. Pas comme la mascotte de Claire's par exemple, si tu veux. Non, ça s'est éclaté. Et du coup, la tête de Chase, en fait, c'était un casque autour duquel t'avais toute la peluche. D'accord, ouais. Du coup, j'avais l'énorme casque qui évidemment ne tenait pas sur ma tête, du coup, je suis comme ça. C'était cool, je voyais rien. En plus, t'avais le trou pour les yeux qui n'est jamais placé au niveau des yeux. Non, comme dans tous les masques du monde, d'ailleurs, ceux qui fabriquent des masques, il serait temps de se mettre à la page de la physionomie d'un visage humain. T'as les chaussures qui sont un peu comme des chaussures de sécurité, / chaussures de Bozo le clown, donc coquées, trop grandes, et en fait t'as une espèce de scratch qui passe autour du pied pour fixer le pied à cette chaussure trop grande dans laquelle tu vas le dingue. Merci Softie pour ton story time sur la mascotte, c'était incroyable. Je peux retourner dans ma cage. Tu peux retourner dans ta cage. Allez, tu fermes derrière toi. Entre l'exigence physique, la visibilité limitée, la chaleur, le dialogue avec les enfants, les problèmes de sécurité, c'est pas facile d'être une mascotte, donc je suis à 100% avec vous. Surtout que régulièrement, il y a une vidéo qui pop et qui tourne énormément sur les réseaux qui met en scène des mascottes. Il y avait une vidéo qui était extrêmement connue avec des mascottes qui sortent d'un van et qui se tapent avec un type, il me semble que c'était dans un épisode de What the Cut, les vieux s'en souviennent. Mais la plupart du temps, ce genre de vidéo, c'est surtout pour montrer à quel point les gens sont des animaux avec les mascottes, notamment les mascottes de parcs d'attractions. Parce que les gens dans les parcs d'attractions sont en mode vacances, et je pense qu'il n'y a pas pire qu'une personne en mode vacances dans son euphorie qui pense avoir tous les droits. C'est par exemple le cas dans cette vidéo qui se déroule à Disneyland Shanghai l'année dernière, où on voit un touriste attaquer la mascotte de Winnie l'ourson. Et un petit coup comme ça a pas l'air de grand chose, mais il faut savoir que le casque que portent les mascottes est extrêmement lourd. Et on voit à la suite de la vidéo que la mascotte, ça lui a pas plu. Déjà, regarde-moi cette gueule du type qui est content de ce qu'il vient de faire. À chaque fois qu'il y a une de ces vidéos-là qui sort sur internet, ça me rappelle le nombre incalculable de vieux qui disent que les jeunes sont pas polis, que les jeunes se croient tout permis et que c'est eux qui sont la déchéance de la société. Mais c'est toujours un vieux dans ce genre de vidéo. Regarde-le comme il est content. Dis-moi que Porcinet allait lui péter la gueule. Ça aurait été magnifique. La mascotte, elle a fini complètement à terre, quoi. Winnie l'ourson, elle a du mal à se relever, complètement désorientée, ça se voit. Faut vraiment être une sale merde pour être en vacances et s'amuser à taper sur la tête d'une mascotte qui passe devant toi pendant une parade. L'article précise qu'on a entendu un gros boom quand le personnage est tombé à terre et que l'acteur a eu du mal à se relever et à continuer à marcher. Il était complètement désorienté et galérait à retrouver une marche normale. Et c'est compréhensible. Du coup, la vidéo a fait le tour de Twitter et les gens étaient pas contents du tout. De toute façon, c'est toujours les vieux qui te disent que t'es mal élevé, mais c'est toujours les vieux qui disent pas bonjour à la boulangerie. Alors, après plus de 22 millions de vues sur Twitter, le parc d'attractions a publié un communiqué précisant que l'artiste était physiquement indemne et qu'il s'était occupé du touriste sans spécifier les détails de ce qu'ils avaient fait avec. Donc on sait pas, mais il y a quand même une sale ambiance mafieuse dans le phrasé du communiqué, tu sais, genre on s'en est occupé, on s'est occupé de touristes, y a aucun problème. Bon voilà, ça c'était pour être du côté des mascottes et pour pas me retrouver avec un cyberharcèlement de mascottes en ligne pour les prochaines années. Mais maintenant, on va passer de l'autre côté du rideau et parler un petit peu des mascottes problématiques. Les mascottes problématiques, il y en a eu dans le monde entier et ce serait un grand déshonneur que de ne pas commencer par notre mascotte problématique à nous, celle qui a fait un petit scandale il y a pas si longtemps que ça, la frige. Le vagin sur pattes. Ah, le symbole de la France, ouais, je sais pas, quand ils ont sorti ces espèces de clitoris dont un qui a la patte folle, on s'est un peu tous foutus de leur gueule, même les Belges se sont beaucoup foutus de notre gueule. Elle ressemble au bonnet qui coiffe Marianne, symbole de la République française. Des personnages qui entendent montrer au monde que le sport peut tout changer et qu'il mérite de jouer un rôle majeur dans la société. Bonjour Sabrina Jacob. Bonjour Olivier. Bon, il n'y a pas énormément de choses à dire sur la frige en réalité. Évidemment, le plus gros problème, c'est son design de clitoris. Mais en même temps, à force de le regarder, à force de s'y habituer, je trouve presque mignon ce truc. Avec ses gros yeux et son sourire niais, là. Ce qui me gêne le plus, en fait, c'est qu'elle ait pas de bras. La pauvre mascotte des Paralympiques, si elle se pète la gueule, elle peut pas se rattraper. Mais finalement, le design, je trouve au moins mémorable. Et c'est loin d'être le pire design de mascotte des JO qu'on ait pu voir. J'en veux pour preuve la mascotte des JO d'Athènes 2004, qui est, je sais pas, des espèces de poulets en t-shirt dessinés par une classe d'enfants aveugles. Je trouve que les mascottes d'Athènes, en plus d'être bien pires
pire avec leurs espèces de pieds gonflés, on dirait véritablement une maladie grave. Ah, mais je sais, c'est quand tu fais de la rétention d'eau. Enfin moi je prends quand même 100% le clitoris par-dessus ça. Hein. Si vous voulez clipper, c'est maintenant. Mais le véritable problème de ces mascottes friges clitoris dégueulasses, c'est pas tant leur design que leur production, parce qu'il s'est avéré que plus de 80% des peluches ont été produites en Chine. Et pour une mascotte qui est supposée symboliser la France dans toute sa révolution, dans toute sa grandeur et dans toute son histoire, faire délocaliser la production à 80% en Chine, c'est pas Jojo. C'est pas J.O. d'ailleurs. Pourquoi ils ont pas tout simplement fait une Winnie Marianne avec les nichons à l'air? J'aurais acheté ça. Mais finalement, la mascotte a fini par devenir un mème et ça a fini par être accepté et aimé par le public. Il y a un côté mignon, il y a un côté... Tu veux pas te moquer de la frige sans avoir l'impression de te moquer d'un handicapé, et pour ça ils ont bien géré leur com. Deuxième mascotte qui est très connue en France et qui fait beaucoup parler d'elle, c'est la fameuse mascotte de Duolingo, cette saloperie de chouette toxique. À la base ça part de l'appli Duolingo, qui est une appli qui t'aide à apprendre une langue, et bah l'appli elle te notifie énormément, elle t'envoie un max de rappels, elle t'envoie des mails, et elle te fait même te sentir un peu coupable si tu fais pas assez tes leçons et que t'es pas assez rigoureux dans ton apprentissage de ta langue. Donc forcément ça a généré un paquet de mèmes sur la relation toxique entre les utilisateurs de Duolingo et l'application. Who's that? Et au lieu de faire comme la plupart des marques auraient fait, de s'éloigner un maximum de toute controverse possible, Duolingo va foncer à fond dedans et faire des campagnes publicitaires entières avec leur fameuse mascotte de chouette Duo. Du coup, l'appli s'est amusée à construire l'image d'une mascotte déviante, toxique, qui kidnappe et séquestre les utilisateurs pour les obliger à apprendre des langues étrangères. Et personnellement, je trouve ça extrêmement drôle, les campagnes de pub de Duolingo, je trouve que c'est vraiment du génie. Bah, du génie. C'est pas mal. Et si j'en parle dans cette vidéo, c'est qu'il y a pas très longtemps, la mascotte a encore fait parler d'elle. Le 11 février dernier, Duolingo poste un message sur son compte Twitter. C'est avec le cœur lourd que nous vous informons que Duo, anciennement connu sous le nom de The Duolingo Owl, est mort. Les autorités enquêtent actuellement sur la cause de son décès et nous coopérons pleinement. Pour être honnête, il est probablement mort en attendant que vous fassiez votre leçon, mais qu'en savons-nous? Nous savons qu'il avait de nombreux ennemis, mais nous vous demandons de ne pas partager les raisons pour lesquelles vous le détestez dans les commentaires. Si vous souhaitez partager, veuillez également inclure votre numéro de carte de crédit afin que nous puissions vous inscrire automatiquement à Duolingo Max en sa mémoire. Nous vous remercions de respecter la vie privée de Dua Lipa en ce moment. Il y a un côté shitpost que j'apprécie par-dessus tout, surtout avec la petite phrase sur Dua Lipa en fin de message. Mouah. Mais évidemment, la mascotte de Duolingo, notre chouette toxique préférée, n'est pas morte, ou en tout cas pas complètement, parce qu'elle revient d'entre les morts le 24 février sur Instagram, avec une vidéo inspirée zombie que je trouve particulièrement bien sentie. On a un Duolingo qui ressort de terre en mode la nuit des morts vivants pour gonfler un énorme duo, et ça se passe dans le 19e à Paris. Bref, j'avais juste envie de parler un tout petit peu de ça, parce qu'en vrai j'aime bien les idées publicitaires un peu cool, j'en vois un peu partout, j'en mets de côté sur Instagram et j'en mets de côté en règle générale, donc si jamais vous voulez une petite vidéo sur les trucs les plus fous dans les campagnes de pub, il y a moyen de faire un truc, vraiment cool. Les mascottes en France, c'est un truc qui est majoritairement rattaché à des marques, et il y en a des très populaires. Les trois plus populaires en France sont à la 3ème place la vache qui rit, à la 2ème place la vache Milka, et à la 1ère place M&M's. Les Françaises sont des grosses bouffes, on va pas se le cacher, ils aiment les vaches et ils aiment ce qui rend gros et gras. Mais M&M's c'est un peu éclaté au sol. Hein. Je sais que c'est sûrement une hot take. Hot take, M&M's c'est de la merde. Mais non, Moi mais je te suis pas là-dessus. Hein. les mascottes, je les aime pas. Et bah t'es pas la seule à pas les avoir aimés, parce que aux États-Unis, les mascottes M&M's ont fait un gros scandale. Alors attends, on va faire un tout petit jeu, sans regarder le reste de la vidéo. À votre avis, aux États-Unis, quel type de polémique a pu faire les mascottes M&M's? Est-ce que les mascottes M&M's rendent violents? Est-ce que les mascottes M&M's incitent à la haine? Non. Les mascottes M&M's sont woke. En fait, ça part du fait que les mascottes M&M's, à un moment, ont rajouté une mascotte violette. Et si vous avez vu notre vidéo sur les dérives du divertissement pour enfants, vous savez que le violet est associé à l'homosexualité. Et visiblement, tous les Américains sont très très chauds en termes d'analyse de couleurs. Ils voient du violet, ils pensent gay tout de suite. Moi, je pense sorcellerie. Moi, je pense stoner, gros Ouais, stoner. gros direct. stoner, sorcellerie, Windhand, tout ça, c'est plutôt à ça que je pense aussi, ouais. Alors quand Purple a débarqué sur les écrans des Américains pour représenter l'acceptation et l'inclusion, et qu'il s'agissait de la 3ème mascotte féminine de l'équipe M&M's, c'est pas passé du tout quoi. Je vous présente Tucker Carlson, un présentateur américain de la chaîne Fox News. Par contre, t'abuses, t'as quand même un petit peu écorché son nom. Hein. Tucker Carlson. Merci. Excuse-moi, Tucker Carlson. Eh ben, Tucker Carlson, en 2022, il a pété un câble sur le sujet des M&M's woke, et il a accusé M&M's d'avoir remplacé les bottes blanches de Green par des baskets, ce qui rend le personnage féminin moins sexy. Ce que je trouve extrêmement étrange comme revendication, de vouloir un personnage M&M's plus sexy.
Parce que les femmes sont des objets, C'est un M&M's. Si je ne peux pas me taper le M&M's qui ressemble à une femme, je n'en achète plus. Il a évidemment émis un certain nombre de déclarations magnifiques telles que Green qui est peut-être lesbienne ou Purple qui est obèse. Ah ouais, ça attaque direct. Ça attaque direct le physique des cacahuètes, je comprends pas trop la Ah, haine. vraiment. Je trouve que c'est assez fou de mettre autant d'efforts et de mettre autant de passion dans un non-débat comme ça, quoi. On parle de M&M's, de cacahuètes enrobées de chocolat qui parlent pour vendre des bonbons, en fait. Est-ce que ça vaut la peine de body shame une cacahuète violette? Je suis pas sûr. Bon alors chérie, comment s'est passée ta journée? Très bien, écoute, j'ai body shamé une grosse cacahuète. Moi, je l'imagine surtout rentrer chez lui après avoir vu une pub M&M's furieux. Ah C'est des oreilles qui sifflent et tout, quoi. De la fumée qui sort du nez des oreilles. Ils ont wokisé M&M's. Je trouve ça absolument ridicule, mais à la fois très très drôle. Du coup, le type, il achète la marque concurrente, tu sais, pour grignoter devant la télé le soir. Je prends des bananas maintenant, eux au moins ils sont pas woke. Mais M&M's a réussi à bien jouer son coup et à bien tirer son épingle du jeu avec cette histoire, parce qu'après avoir sorti un communiqué qui en gros disait qu'ils étaient désolés d'avoir retourné internet et qu'ils voulaient pas polariser les gens, ils ont d'abord annoncé qu'ils allaient continuer leur communication mais sans les mascottes M&M's que tout le monde adore, ce qui a vraiment retourné internet et qui a vraiment inquiété les gens. Mais finalement tout ça c'était juste un coup de com' pour faire encore plus parler de la marque, parce que seulement un mois après la controverse avec Tucker Carlson, M&M's est revenu avec cette vidéo pour annoncer le retour des mascottes définitivement. Mais bref, quittons ce pays de dingue qu'est les États-Unis pour aller à un autre pays qui est connu et apprécié de beaucoup d'entre vous, le Japon. Entre tradition et modernité, le Japon est fan de mascottes. Et c'est vrai parce qu'au Japon, ils ont un délire avec les mascottes. Ils ont même un terme pour une catégorie très spécifique de mascottes qui s'appelle Yurukara. Ou Yurukara. Yurukara. Je ne prononce pas vraiment le japonais. Peut-être qu'avec Duolingo... Non. Oh, si Duolingo pouvait nous sponsoriser une vie. Le type qui l'est jamais tombé. Sachant que je suis à 376 jours consécutifs de Duolingo en italien. Donc je suis tout à fait légitime pour me faire sponsoriser par Duolingo. Voilà, on a besoin d'argent, on est très très pauvre chez Delevated. Delevated est tellement pauvre qu'on partage nos nouilles chinoises en un seul bol. On va laisser un grand silence et passer à autre chose. Yurukara, du coup, c'est un terme qui fait la contraction de Yuru Mascot Character. Et en gros, ça désigne les mascottes qui sont créées pour mettre en avant des endroits, des régions, des événements ou des organisations au Japon. Et quand je dis qu'au Japon, ils ont un délire avec les mascottes, je me fous vraiment pas de vous, parce qu'en 2012, le marché des mascottes a rapporté 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars. Et parmi toutes ces mascottes, il y a un certain paquet de designs absolument cursed. Comme par exemple Sentokun, qui a été créé en 2010 par la ville de Nara. Cette espèce de Bouddha cerf bébé absolument terrifiant est supposé personnifier l'énergie de Nara et en gros faire office de protecteur de la ville. Mais je sais pas vous, si moi je croisais Sentokun dans la rue, je me sentirais pas du tout protégé. Une deuxième mascotte que je ne peux pas m'empêcher de vous présenter, c'est Rerui-san. Encore une fois, je suis désolé pour la prononciation. Bon, il y a pas grand chose de très intéressant sur cette mascotte, si ce n'est que... Bah, regardez-la, quoi. On dirait le père dans la famille de la jungle. Donc si on en croit Softy, ça me ressemble à moi aussi. Je sais pas si je préfère qu'on me dise que je ressemble à Sheshune ou au père dans la famille de la jungle. Dites-moi en commentaire. Désolée. Est-ce que tu trouves que je ressemble à cette mascotte? Il y a quelque chose. Il y a un truc? Il y a quelque chose. C'est supposé représenter le major Theodor Edler von Lersch, qui était un officier austro-hongrois, et qui était du coup le premier moniteur de ski du Japon. Von Lersch mon cul. Oui, c'est Michel Blanc, quoi. C'est complètement Claude Duss, quoi. Les bronzés font du ski, le seul film que je connais. Au monde. Mais de toutes les mascottes japonaises, celle dont je veux vous parler, c'est Chitan. Chitan, c'est la mascotte japonaise non officielle de la ville de Susaki. C'est une loutre qui se décrit elle-même comme un bébé fait de 0 ans et qui porte une tortue en guise de coiffure. Le Japon, quoi, vraiment. Tu peux pas faire plus japonais que ça. Mais c'est pas du tout pour son design que je vous en parle. Vous allez très vite comprendre. C'est donc la mascotte non officielle de la ville de Susaki. Elle a été créée en 2017, mais au début, elle participait à des événements officiels de la ville en partenariat avec la ville en compagnie de Shinjo-kun qui, elle, est la mascotte officielle de la ville de Susaki. Le truc avec Chitan, c'est qu'elle se mettait en scène en faisant des challenges ou des cascades clairement dignes de Jackass. Et extrêmement drôles. Par exemple, Chitan faisait ce genre de choses. On dirait Superhuman. Et ça, c'est ma vidéo préférée de Chitan.
L'abandon est instantané, ça me fume. Et donc Cheetah n'étant pas une mascotte comme les autres, elle a attiré beaucoup l'attention sur elle à l'international, et ça a pas beaucoup plu aux municipalités en fait. Après un nombre incalculable de vidéos hilarantes, de cascades, de chutes ou autres défis complètement chaotiques, le scandale éclate et la ville de Susaki coupe tous les liens avec Cheetah. Mais depuis, Cheetah reste actif sur les autres réseaux, avec notamment une chaîne YouTube de plus de 393 000 abonnés, qui a des chaînes qui ont amassé plus de 5 millions de vues. Je vous mets tous les liens dans la description, allez voir ce que fait Cheetah sur les réseaux, c'est vraiment hilarant, et puis de toute façon, une mascotte soutenue et défendue par Tony Hawk et Johnny Knoxville, ça pète la classe. Et ça vaut le coup d'être soutenu. Contrairement à certaines autres mascottes autrement plus problématiques, et je pense que le symbole de la mascotte problématique dans le monde, c'est les mascottes d'Amérindiens aux États-Unis d'Amérique. Vous le savez probablement tous déjà, mais aux États-Unis, il y a énormément d'organisations sportives. Et ces organisations sportives, et les équipes notamment, sont souvent représentées par une mascotte. Et vous le savez ça aussi très probablement, il y a énormément de mascottes qui reposent sur les Amérindiens. Le symbole de tout ça, c'est par exemple l'équipe des Redskins, avec ce chef avec une coiffe Apache. Pour beaucoup, et notamment pour les populations autochtones aux États-Unis, ce genre de mascotte, c'est très problématique. Et les populations autochtones, pour qui ça pose problème, mettent en avant un certain nombre d'arguments. Notamment que ce genre de mascotte constitue parfois la seule perception que la population américaine se fait sur les Indiens. Ce qui est un peu réducteur, faut l'avouer. Les populations autochtones mettent aussi en avant le fait que ça constitue un peu un rappel de l'autorité américaine sur les populations amérindiennes. Il y a un peu un côté allez vous faire en... On peut utiliser vos symboles et vos codes, on fait ce qu'on veut, c'est nous qui avons gagné la guerre quoi. Je le vois, je peux pas dire que je ne vois pas ça dans l'utilisation de mascottes amérindiennes pour les équipes de foot américains. En plus de ça, il souligne une utilisation abusive des symboles qui profanent des idées sacrées, des concepts sacrés pour la population amérindienne, le tout couplé à la représentation des Indiens dans la culture en général. Les Indiens et les cow-boys au cinéma, à la télé, dans les comics, c'est rarement les Indiens qui ont un bon rôle dans ce genre d'histoire. En tout cas, la représentation des Amérindiens aux États-Unis et dans le monde en général, c'est assez obscur. Et finalement, quand il y a un vrai problème, la population autochtone souffre de cet obscurantisme et de ses préjugés et de ce manque d'informations envers cette culture. Ça, c'est les arguments des populations autochtones qui se sentent offensées par ces mascottes. Et de l'autre côté, les arguments pour, c'est oh ouais, ça va quoi. Je sais, c'est... on peut plus rien dire. On peut plus rien dire, hein, ça va. Donc ça, c'est un des arguments pour l'utilisation des mascottes aux États-Unis, un argument comme un autre. Et le deuxième argument qui revient, c'est voilà, c'est pour vous faire honneur, grand guerrier que vous êtes. Après, je vais pas m'étendre plus que ça sur ce débat, c'est pas une culture que je connais énormément et j'ai pas vraiment mon mot à dire là-dedans. Mais je me mets juste un petit peu à leur place et je me dis que c'est un peu comme si les Allemands avaient réussi à envahir la France, avaient réussi à coloniser un petit peu tout ce monde-là et avaient fait une équipe de foot qu'ils avaient appelée Astérix, tu vois. C'est pas non plus... C'est un peu réducteur, quoi, voilà. Enfin, ça c'est de l'Uchronie, comme on dit. Et pour finir la vidéo sur une touche un petit peu plus légère, et en restant aux États-Unis... Ah, légère États-Unis, oh là, blague grossophobe, c'est bon. Blague grossophobe, on l'a, c'est bon, on la garde. J'ai envie de vous parler de Kevin Koch. Oui, ça va là-dedans. Kevin Koch, c'est la mascotte des Pirates de Pittsburgh, une équipe de baseball, et ce depuis la création de la mascotte en 1979 jusqu'à 1985. C'est probablement une des mascottes que je préfère parce que je trouve qu'il a une tête de fou furieux, j'adore ses yeux, j'adore son petit chapeau de pirate. Je sais pas, il a une bonne vibe, t'as envie de lui faire des câlins, ce petit perroquet. Waouh, on dirait qu'il a pris des substances, mon gars. On dirait qu'il a pris des substances, n'est-ce pas? Kevin Koch, il était connu pour être extrêmement énergique et pour énormément communiquer avec le public. Il y a énormément de témoignages de gens qui disent je sais pas comment il fait pour avoir autant d'énergie, il danse pendant tout le match, il hurle, il court d'un bout à l'autre du terrain. Mais alors qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la mascotte originelle des Pirates de Pittsburgh soit démise de ses fonctions en 1985? En 1985, on découvre que Koch était à balle de coke. En même temps, c'était un petit peu dans le nom, il fallait le sentir. D'ailleurs, oui, ça s'écrit K-O-C-H, mais ça se prononce bien Koch. C'est marqué sur sa page Wikipédia. La vie a un certain sens de l'ironie, je trouve ça assez délectable. Il était à balle de coke, et ce depuis quelques matchs, depuis un petit moment en fait, et il avait converti une bonne partie de l'équipe à faire de même. En fait, il faisait tout simplement l'intermédiaire entre les dealers de coke et les joueurs, et il faisait neiger de la coke sur tout le terrain de baseball. Et ça a donné les Pittsburgh Drug Trials de 1985. Un procès qui a duré quasiment un an et qui a fait tomber le dealer Curtis Strong, qui était le gros dealer de Philadelphie à l'époque, et 6 autres hommes de Pittsburgh, et qui a mené à la suspension de 11 joueurs et de la mascotte. Il devait y avoir quand même une sacrée ambiance dans les vestiaires de l'équipe entre 79 et 85 avec tous les joueurs qui se tapent de la coke sur le dos du perroquet. C'est vrai que d'habitude c'est sur une pub. Et c'est vrai qu'en rétrospective, quand on voit la tête de ce perroquet mascotte, on se dit que... c'était un peu évident. Vous avez peut-être remarqué que la vidéo était assez légère et assez fun et que je suis pas allé dans le pire de ce que peut faire l'humanité. Pas encore. Et c'était une vraie volonté, je voulais que cette vidéo elle soit un petit peu plus légère, un petit peu plus tranquille, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les mascottes, donc là c'est un petit peu la première vidéo. La partie 2 sort très bientôt,
avec un trigger warning parce que là ça va pas être drôle du tout. Comme on l'a dit un petit peu en début de vidéo, derrière un costume et un masque, on peut se sentir un petit peu plus libre et il peut y avoir un petit peu ce sentiment d'impunité qui se met en place chez certaines personnes. Et vous allez voir dans la prochaine partie de la vidéo que ça peut aller très loin et devenir très glauque assez vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin déjà, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, partager, faites ce que vous voulez avec cette vidéo mais faites-lui du bien. Abonnez-vous à la chaîne évidemment, on a énormément de vidéos qui vont sortir, on a énormément de projets, ça va aller de plus en plus vite donc c'est maintenant qu'il faut s'abonner pour être sur le coup. Vous pouvez toujours nous soutenir financièrement sur Tipeee ou en rejoignant la chaîne via le bouton rejoindre là en dessous. Pour les tipeurs, on a mis en place la Daily News, qui est un peu un genre de newsletter qui vous permet de connaître les sujets de vidéos en avance. Et pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, vous avez accès aux vidéos en avant-première avant tout le monde. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez, Tipeee ou YouTube. Ou les deux, c'est vrai. Y a aucun problème, donnez-nous plein de thunes. Ce serait marrant d'avoir une mascotte d'Elevated, on n'a pas de mascotte nous sur la chaîne, ce serait cool, on sait que vous êtes beaucoup artistes, que vous êtes extrêmement talentueux parmi ceux qui nous regardent. Ouais, suivez-nous sur Instagram, on va peut-être mettre un truc en place pour créer une mascotte de la chaîne, si ça vous tente. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures dans le monde génial de Elevated. Salut!